Le 7 octobre 2022, Jean-Paul Riopel aurait eu 99 ans. Il est un des artistes les plus prodigieux et les plus prolifiques du Canada. Sa réputation a traversé les frontières alors qu'on donne le coup d'envoi des célébrations de son centenaire. 2460 vous invite à entrer dans l'univers de Riopel. Ma passion, c'était de faire de la peinture. Mon ambition, c'était de reproduire ce qui était devant soi. Dans son organisation, la nature est ma référence. On ne parle pas de Riopel avec une seule idée. Lui-même est un personnage difficile à saisir. Liberté, sa démesure. C'était quelqu'un de très, très impulsif et même viscéral. Cette soif de créativité sans compromis. Quand je finis une toile, je me souviens pas quand je l'ai commencé. Au point de vue du tableau, on doit rester dans cet état. Il n'aimait pas expliquer son œuvre. Il voulait laisser la place au regardeur d'interpréter. L'homme existait, l'artiste existait. On a un devoir de mémoire. C'est un artiste qui doit avant tout être célébré comme un grand héros culturel de chez nous. Jean-Paul Riopel nous a légué un héritage monumental, plus de 6 000 œuvres, même près de 7 000 qui portent sa signature, dont celle-ci que je vous présente. Le titre « Point de rencontre », qui est désigné l'œuvre officielle des célébrations de son centenaire. Et au cours de l'émission, on va vous en présenter quelques-uns, juste pour vous donner le goût de découvrir et d'aimer davantage Riopel. Alors, ce soir, nous avons réuni des passionnés de Jean-Paul Riopel, des créateurs, des gens qui, dans le fond, dédient presque leur vie à la pérennité de son œuvre. D'abord, Manon Gauthier, directrice générale de la Fondation Riopel et commissaire générale des célébrations du centenaire et qui a un beau et magnifique parcours dans l'univers culturel au Québec. Bonsoir, Manon Gauthier. À Québec, je joins John Porter, historien de l'art, ancien directeur général du Musée national des beaux-arts du Québec. Évidemment, un passionné, John Porter, de Riopel. Vous aussi, vous dédiez une large partie de votre vie à la mémoire de Riopel. Bienvenue à 2460. Des créateurs qui s'en inspirent justement pour assurer, encore une fois, la pérennité de Riopel. Robert Lepage, dramaturge, metteur en scène et créateur de la nouvelle pièce de théâtre qui attend son titre, le projet Riopel. C'est un travail avec une distribution magnifique. On va en reparler. Ça va être présenté chez Duceppe au printemps 2023 et au Diamant à Québec l'automne suivant. Toute l'année, quoi. Et Blair Thompson, vous connaissez peut-être sa musique. Il est compositeur, chef d'orchestre, créateur. Et avec Fiori, il a créé une œuvre symphonique, Riopel symphonique, qui sera présentée notamment cet hiver pour le lancement des festivités, notamment de Montréal en Lumière. Je commence avec vous quatre. D'abord, votre Riopel à vous. Qu'est-ce qu'il représente? John Porter, je commence avec vous. Mon Dieu, Riopel, c'est la magie de l'art. C'est un artiste qui m'a accompagné depuis ma jeunesse, que j'ai découvert en 1967 au Musée du Québec, comme ça s'appelait alors qu'il y avait une grande rétrospective, et que j'ai fréquenté régulièrement. Et une de mes grandes satisfactions en carrière, ça a été de servir Riopel de façon très intense à partir de 1993 comme directeur général du musée et de multiplier les acquisitions majeures, pas loin de 300 acquisitions majeures d'œuvres de Riopel. Et ça m'accompagne encore aujourd'hui. Et mon bonheur, c'est d'être aujourd'hui membre de la Fondation Riopel et d'y contribuer encore. Et vous lui avez déjà donné une maison, mais la maison est encore plus belle et plus grande avec l'espace Riopel. On va en parler. Robert Lepage, votre Riopel à vous? Oui, bien, en fait, en tant qu'homme de théâtre, c'est sûr que c'est le personnage, Jean-Paul Riopel, qui m'intéresse. Personnage plus grand que nature, évidemment, difficile à jouer pour des comédiens, ça c'est sûr aussi. Personnage complexe, je dirais, c'est un pionnier, c'est un trappeur, mais c'est un filou aussi. C'est un espiègle, hein, on sait. C'est quelqu'un qui est difficile à catégoriser. Dès qu'on le met dans une catégorie, tout de suite il se sauve. Et c'est cette grande liberté-là qui est inspirante pour les créateurs, parce qu'il est vraiment l'incarnation de la créativité libre, si on veut. Il ressemble aux Québécois aussi. Il ressemble aux Québécois, oui.
Le père de la modernité, avez-vous déjà dit? Le père de la modernité, disons que lui, il y a eu un père de la modernité qui en a fait le père de la modernité, mais ça, on pourra en parler. Manon Gauthier. Mais pour moi, c'est véritablement la communion entre l'art et la nature. Donc, on a parlé de liberté tout à l'heure. C'est vraiment une icône de liberté. Hein. C'est pas anodin non plus que l'oie sauvage soit aussi omniprésente et l'incarne si bien. Donc, on a parlé de liberté créatrice. Je pense que Jean-Paul Riopelle, pour ça, nous ressemble aussi. Donc, pour moi, c'est avant tout d'aller à la rencontre de l'artiste, à la rencontre de l'humain derrière l'œuvre. Et pour vous, Blair Thompson, compositeur quand même, votre Riopelle à vous, qui est-il? Il était un créateur désinhibé d'œuvres dont la beauté elle-même, pour moi, part de sa créativité sans entrave, une liberté d'expression pure, je dirais. Même quand je perçois ses œuvres, c'est toujours physique, tactile, extrêmement physique. C'est comme... ils sont sensuels, je trouve. Et avec cette sensualité, c'est un genre de filtre avec lequel je peux participer à son interface avec le monde naturel. Et donc, pour un compositeur de musique symphonique, tout ça est bien inspirant. On a parlé, mesdames, messieurs, à quelqu'un qui connaît bien l'homme et l'artiste. Depuis 35 ans, elle consigne tout, elle recense tout, elle archive tout pour les générations futures. C'est sa fille, Iseult Riopelle. On l'écoute. Mais moi, dans son organisation, la nature est ma référence. Mais pas les autres peuvent voir tout ce qu'ils veulent. En général, je pense que les choses organisées sont des choses de la nature. C'est dans ce sens-là que je parle de la nature. Jean-Paul Riopelle, dans un entretien avec le grand Fernand Séguin en 1968. Iseult Riopelle, la fille de Jean-Paul Riopelle, quand vous revoyez ce court extrait, est-ce que vous pouvez nous dire qu'on retrouve toute l'essence même de l'œuvre de Riopelle, c'est-à-dire la nature? Absolument, c'est toujours ce qu'il a dit. Il a toujours fait référence à la nature. Il a toujours dit « je ne suis pas abstrait ». Oui, la nature au cœur de son inspiration. Et les hommages ou les commémorations qui commencent avec ce centenaire, il aurait 100 ans le 7 octobre 2023, vont permettre à plein de générations de découvrir l'œuvre de votre père. Mais comment on devrait regarder justement l'œuvre de Riopelle? Il nous dit on peut voir ce qu'on veut, mais comment vous regardez l'œuvre de Riopelle? Justement, je pense que c'était quelqu'un de très, très impulsif et même viscéral. Et il n'aimait pas expliquer son œuvre. Il ne le faisait pas de toute manière. Il voulait laisser la place au regardeur d'interpréter et de sentir ce que chaque personne a en soi et veut interpréter. Et selon vous, qu'est-ce qui expliquait son attachement à la nature, que la nature devienne sa grande inspiration? Parce qu'il aimait tout simplement vivre dans la nature. Il aimait les villes aussi, mais il se retrouvait beaucoup dans la nature. Il se repliait dans des endroits naturels? Oui. Mais il faisait beaucoup de choses dans la nature, comme au début du canot, et après la pêche. En France, beaucoup la chasse. Et de toute façon, il vivait à Paris, mais aussi à la campagne. En général, les gens qui connaissaient la peinture et qui l'appréciaient, qui voyaient une possibilité, étaient des gens qui n'avaient pas les moyens de me faire vivre. Au moment où ça allait le plus mal, je n'avais ni atelier, parce que je n'avais plus d'atelier, je n'avais pas de galerie, je venais de faire une exposition auquel je n'avais rien vendu. J'ai une amie qui est sculpteur, qui me dit, j'ai fait une exposition dans une galerie peu connue, je fais de la sculpture, j'aime bien ta peinture, tu ne mettrais pas de la peinture au mur? Alors je réponds, pourquoi je l'exposerais les mêmes toiles que dans la même galerie? Les gens ont vu, personne n'a dit. Bon, je n'ai rien vendu. Le marchand me dit, j'aime beaucoup ce que vous faites, mais il n'a rien acheté. Alors, il me dit, oh, ça me plaît, je paierai le catalogue, je paierai... Et le jour du vernissage, est arrivé un marchand de tableaux qui me connaissait, il me dit, j'aime beaucoup ce que vous faites. Alors, je le regarde, je dis, écoutez, ça fait 7 ou 8 ans que vous me dites ça, moi je le sais. Hein. Ah, mais non, je suis très sérieux, j'achète tout. J'ai dit, c'est assez curieux, c'est comme ça. Tant mieux. Hein.
Il était suivi d'un de ses amis qui me dit « Monsieur, avez-vous besoin d'un atelier ?» Alors j'ai dit « Là, il y a quelque chose qui tourne pas rond. » En fait, au début, il fallait créer la confiance en son œuvre. Oui. Oui, ça se fait pas en un jour, évidemment, mais je pense qu'il est arrivé au bon moment, il a eu quand même beaucoup de chance, et puis il a connu des gens qui l'ont beaucoup aidé. Oui. Qui ont cru en lui. Qui ont cru en lui, oui. Parce que vous êtes né dans cet univers-là. Là. Je vous ai entendu dans une entrevue dire que vous êtes né avec un riopelle au-dessus de votre berceau. Oui, que j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps. Ah oui? Oui. Et puis, vous l'avez retrouvé à travers un collectionneur, à travers... Oui, à travers une vente. Oui, je l'ai retrouvé. Et j'avais juste la photo, mais le bas du tableau qui apparaît juste au-dessus du lit à barreaux. Je l'avais toujours cherché parce que je faisais toujours une espèce de cauchemar récurrent. Ah bon? Oui, très étrange, que j'arrivais même à faire éveiller. Et je me suis toujours dit, mais quel était ce tableau qui était au-dessus de mon berceau? Et aujourd'hui, est-il au-dessus de votre lit? Où est-il, le tableau? Oui, il a été vendu en salle des ventes. Quand c'est vendu en salle des ventes, ils ne peuvent pas donner le nom de l'acquéreur. Ah, donc vous ne savez pas où il est. Donc vous avez pu le voir de près, un petit, un grand. Assez grand. Assez grand, mais vous avez pu le tenir. Non, mais il était trop grand pour le tenir. Trop grand pour le tenir. Et donc... il est reparti. Il est reparti. Alors, mais vous, là, vous ne faites plus de rêves récurrents et vous... Non, mais ça, c'était dans ma jeunesse. Oui, absolument. Et je me rappelle très bien. Ah. Isolde Riopelle, c'est en quelque sorte la mémoire de l'œuvre de son père. Et Robert Lepage, comment vous réagissez aux propos d'Isolde Riopelle? Et même de l'entrevue avec Fernand Séguin, Madame Riopelle me disait que c'était la meilleure entrevue à vie de Jean-Paul Riopelle. Oui, parce que ce qu'il a à dire est très intéressant, évidemment, sur la peinture, sur son œuvre à lui, mais aussi parce que c'est un Jean-Paul Riopelle, parce que je crois que c'est en 68, hein, c'est ça. Donc, c'est un Jean-Paul Riopelle qui revient au Québec, dans un Québec qu'il ne connaît presque plus, hein, parce que, on sait que au départ, c'est un des initiateurs du refus global qui va éventuellement amener à la Révolution tranquille 12 ans plus tard, sauf que lui est en France, puis évidemment... Il est parti pour la gloire, puis tout ça, ce qui fait qu'il participe pas ensuite à la société moderne. Et là, c'est vraiment une entrevue absolument extraordinaire, parce qu'aussi, il est étonné de la modernité maintenant de Montréal. Et pour vous, John Porter, c'est déjà l'époque où vous admirez Riopelle. Parlez-nous de son caractère fort, essentiel, et malgré tout, avec ce retour, il s'inscrit quand même dans l'évolution de l'art au Québec. Bien, Riopelle, c'est quelqu'un qui était toujours en mouvement, qui était toujours curieux. Et d'une certaine manière, à partir du moment où il s'est réinséré progressivement dans les années 60 au Québec, il a redécouvert un univers qui était déjà lointain pour lui, et ça lui a ouvert de nouveaux horizons. Vous savez, dans son profil, en quelque sorte, quand on arrive dans les années 60, ce sont des années de turbulence. Riopelle se lance davantage dans des œuvres sur papier. Il joue avec la sculpture. Il déstabilise la critique parce qu'il revient un peu vers la figuration. Riopelle, comme disait Robert tout à l'heure, il est insaisissable. Et les années 60, là-dessus, Isolde a raison, c'était cette entrevue quelque chose de très révélateur d'un Riopelle qui est toujours à la recherche à la fois des autres et de lui-même. Et ça, c'est ça qui est fascinant. Il est insaisissable, cet individu. Oui, mais c'est ce qu'il a voulu être. Il ne voulait pas d'étiquette. Je vais présenter une œuvre parce que l'année Riopelle se décline avec certaines œuvres à l'appui. On a libéré les droits pour pouvoir vous en présenter une. C'est la saison d'automne. Et John Porter, c'est presque la couleur de l'Orignal rouge de 1981. Je ne sais pas si c'était délibéré parce que vous savez que Riopelle aimait le rouge. Alors, on voit cette œuvre. Un mot sur cette œuvre, Manon Gauthier. En fait, avec l'humour riopellien, c'est l'original rouge, donc c'est... l'original rouge, j'ai mal lu. Il faut toujours vérifier les titres, il y a des pièges. Méfions-nous, effectivement. Riopelle n'a pas fini de nous livrer tous ses secrets, puis je pense que ça incarne aussi, c'est important qu'on puisse montrer ses œuvres parce que il y a eu une constante évolution, une constante expérimentation. On connaît certaines des œuvres des années 50, mais je pense que ce qu'on doit découvrir, le centenaire va servir à ça également, c'est
cette vaste, cette panoplie de techniques, d'inspiration. Et quand on regarde les œuvres, on regarde aussi nos paysages et notre réalité québécoise et canadienne. Lui qui ne voulait pas d'étiquette, quand même des textes qui parlent de lui comme un paysagiste d'une certaine manière, hein, parce que... Là, fallait le placer à quelque part. C'est ça, oui. Et Blair Thompson, vous comme musicien, parce que vous connaissez Riopelle, mais le plonger dans son œuvre pour composer à partir d'œuvres comme celles qu'on vient de voir et d'autres qu'on va voir au cours de l'émission, c'est signifiant pour vous. Très. C'est comme disait M. Porter, il est insaisissable. Et c'est dans ce mystère que je me suis plongé dedans pour trouver les couches superposées sur l'autre. Donc, chaque mouvement, c'est une pièce en 5 mouvements avec une durée de 75 minutes. Oui. Et chaque mouvement représente un processus dans sa vie créative. Oui. Alors, on va se retrouver après la pause. On va poursuivre cette conversation dans un instant. Restez avec nous pour découvrir, redécouvrir et certainement admirer l'œuvre de Riopelle et entendre des passionnés nous en parler. J'espère toujours que le tableau que je fais la somme. C'est-à-dire que c'est le plus beau, c'est le meilleur, c'est le définitif. Quand je le termine, je m'aperçois qu'il ressemble toujours à celui qui précède. Et définitif, ma foi, ben non, j'en attraque un autre, quoi. Autre extrait d'entrevue avec le grand Fernand Séguin. Et quand il parle de ses œuvres, il y en a une qui est souvent évoquée comme une œuvre testament, une œuvre synthèse. Et on en parle avec mes invités, Manon Gauthier, John Porter, Robert Lepage et Blair Thompson. Mais je commence avec vous, à Québec, John Porter. Rosa Luxembourg, il faut en parler. Vous avez eu un rôle à jouer très important. Et pour connaître cette œuvre et l'homme qui l'a signée, il faut passer un peu par vous parce que vous avez rencontré Riopelle. Parlez-nous de l'homme et de Rosa Luxembourg. Bien, moi, j'ai vécu certains moments magiques avec Riopelle, notamment à l'île aux Grues, au moment où le musée négociait avec lui l'acquisition de l'hommage à Rosa Luxembourg. Pour faire une histoire courte, Riopelle, ce jour-là, au mois de mars 97, a accepté de donner au Musée national des beaux-arts du Québec l'hommage à Rosa Luxembourg. Et nous, en contrepartie, nous devions éventuellement acquérir 2 de ses œuvres. Alors, un des plus beaux moments que j'ai eu, c'était quand on est revenu sur la rive sud à bord d'un Piper. Il faut dire qu'à l'époque, l'île est isolée. En avion. Alors, l'île est isolée, nous sommes en hiver. Mais dans l'entente avec Riopelle, il était convenu qu'il faudrait qu'il livre éventuellement Paniertung, qui était un grand triptyque qui faisait partie de l'entente et qui fait, mon Dieu, 5 mètres de largeur au total. Mais on est en hiver, il n'y a pas de bateau. De la série Iceberg. Oui, de la série Iceberg, c'est un tableau absolument magique de cette série-là. Alors, un bon matin, début du mois d'avril, le tableau Paniertung arrive au musée. C'est impossible, il n'y a pas de bateau, ça ne peut pas monter sur l'avion. Et là, on a découvert le vrai Riopelle. Riopelle avait donné son accord pour que, entre 2 marées, entre les glaces, il recrute les meilleurs rameurs de l'île. On monte sur une grosse barque, les 3 caisses de Paniertung. Puis, 3 caisses. Ça a traversé comme ça. Alors, imaginez-vous un iceberg dans des caisses qui traverse au milieu des glaces. Sur le fleuve. Oui. Alors, ça, c'est tout à fait Riopelle, l'idée de l'aventure, l'idée de la délinquance, la magie. Alors, c'est tout ça. Mais je veux quand même que vous me parliez de Rosa Luxembourg. Vous avez dit, vous êtes allé à l'île aux Grues, vous lui avez parlé. C'est quoi, c'est 30 tableaux, c'est majestueux, puis il va se retrouver dans le nouvel espace. Et là, vous discutez, il veut la donner, cette œuvre-là. Oui. Et vous êtes là, vous, comme directeur du musée, puis vous dites, je négocie avec lui. Oui, bien sûr, c'est des moments extrêmement émouvants. À l'époque, Riopelle est quand même relativement souffrant. Puis je me souviens qu'au moment de signer notre entente, on avait 4 copies qu'on avait apportées. Il a dit, je vais en signer une, puis ça va être là, prenez-en soin.
OK? C'était comme ça. Puis Ça pour vaut lui, de l'or, c'était- sa signature, là. C'est sûr. Oui, puis en même temps, lui, il souhaitait beaucoup que cette œuvre phare, dans laquelle se retrouvaient plusieurs de ses amis, Ben oui. plusieurs d'éléments de son personnages passé, de sa vie. la Rosa qui était Joan Mitchell. Alors, c'était une œuvre très, très forte qu'il avait créée dans Ouais. l'intensité. C'est son dernier chef-d'œuvre. Alors, pour lui, c'était majeur. Et quelques années plus tard, en 2000, eh ben, quand on a pu récupérer la Rosa qu'on avait prêtée au Casino de Hall grâce à Bernard Landry, on a pu la rapatrier. On a ouvert la première salle Riopelle au monde et il y avait dedans la Rosa comme œuvre phare. Et je me suis promené avec Riopelle, qui est en chaise roulante, au milieu des tableaux. Puis là, je fais pas de pathos, mais je l'ai vu pleurer d'émotion. Alors, c'est des choses qui, dans une vie d'historien d'art ou de muséologue, ça s'oublie pas. Ah, ça vaut bien des postdoctorats, des doctorats. Ça vaut, Beaucoup. d'avoir été témoin de ce moment-là. Pourquoi pensez-vous qu'il avait cette émotion, Manon Gauthier, à ce moment-là? Ben, cette œuvre-là a été créée aussi dans la foulée du décès de sa compagne, Joan Mitchell. Peintre Donc, américaine, 25 ans de vie avec lui, mais ils n'étaient plus exactement. ensemble à ce moment-là. Ils n'étaient plus ensemble depuis déjà bien des années. Et puis, je pense que cette œuvre, elle incarne la vie, elle incarne la mort. Je pense qu'elle est fondamentale aussi dans la compréhension du corpus d'œuvre de Jean-Paul Riopelle, parce que c'est une histoire en soi. On y retrouve la nature, on y retrouve les éléments, on y retrouve... Il y avait quelque chose C'est sa dernière œuvre. C'est sa dernière œuvre, donc je trouve que de commencer par la fin et de porter un regard sur la somme de cette carrière, de toutes ces décennies, je pense que c'est fondamental dans la compréhension de l'artiste. Et Robert, vous vous inspirez de Rosa Luxembourg comme trame narrative pour la Oui, pièce. tout à que fait. vous Puis créez? c'est un matériau extraordinaire pour quelqu'un qui écrit du théâtre, qui développe du théâtre, parce que... Parce qu'elle est grande, elle est longue. Elle Elle est grande, elle est longue, elle dure 7 heures. Non, c'est pas ça. Elle va C'est rejoindre c'est une œuvre d'environ 40 mètres, un petit Je peu veux plus de 40 l'attaquer, mètres. ouais. Puis, bon, c'est en trois rouleaux. Comme vous dites, c'est 30 tableaux. Donc, les Américains appelleraient ça un storyboard, si on veut. C'est une histoire en 30 tableaux. Et au départ, c'est un petit peu... on n'arrive pas à saisir tous les codes parce qu'elle est pleine si on veut, d'intrigues, puis elle est pleine de codes et de choses à déchiffrer. Mais maintenant, on comprend qu'il y a des personnages personnalisés là, par les différents animaux, les oiseaux, tout ça, mais il y a des accessoires, il y a tout pour faire du théâtre, il y a des décors là-dedans, il y a des histoires. Et évidemment, plus on cherche, plus on rencontre les ayants droit, les gens qui l'ont connu, tout ça, on finit par décoder toute l'œuvre. Puis, comme je disais tout à l'heure, qui était expiègle, vous savez que le premier rouleau se lit de gauche à droite, le deuxième de gauche à droite et le dernier de droite à gauche. Mais évidemment, quand on l'expose, il est exposé complètement, il faut le savoir, mais c'est une lecture complètement différente et ça se termine sur un tableau où c'est effectivement la marche funèbre et au milieu, il y a une espèce de petit symbole qui représente un patin, parce qu'on sait que Joan Mitchell a déjà été patineuse artistique, championne de patinage artistique. Alors, il y en a des codes, il y en a des choses dedans. Alors, moi, depuis 3 ans, j'épluche chaque panneau et à tous les jours, je suis étonné de ce qu'on peut trouver. Alors, on doit s'attendre à retrouver ça dans votre inspiration. On a évoqué Isberg. Isberg, c'est une œuvre, John Porter, c'est une série de tableaux. Il y en a une trentaine. Et c'est en noir, blanc et gris. Et certains y voient un regard prémonitoire, le regard de Riopelle sur la nature, mais aussi, parce que c'est au retour de l'Arctique, d'un voyage dans l'Arctique, il allait dans le Nord, il a rencontré des Autochtones aussi, mais prémonitoire sur les changements climatiques. Est-ce qu'on exagère? Non, vous exagérez absolument pas, parce que, de facto, Riopelle a senti beaucoup de choses à l'avance. La fragilité de la nature, l'importance des cycles de la nature, l'importance du Grand Nord, la magie du Grand Nord. Il a vu la fragilité d'Isberg qui fondait. Il l'a traduit. Ce sont des images qui sont visionnaires, qui nous habitent aujourd'hui et qui contribuent à l'actualité de Riopelle. Avec Riopelle, on ne célèbre pas le passé, on célèbre l'avenir, l'horizon, les défis qui nous attendent. Et en ce sens-là, c'est un artiste de grande inspiration et d'une folle actualité. Et dans la dernière phase de sa carrière, il a fait beaucoup de recyclage d'œuvres qu'il réutilisait, auxquelles il ajoutait des choses, ainsi de suite. De sorte que ses œuvres sont comme des espèces de
palimpseste, pour prendre un mot savant, où il y a des épaisseurs, il y a des couches. Donc, c'est un horizon infini à découvrir. Alors, Blair Thompson, brièvement sur cette œuvre ou même la nordicité de l'œuvre et puis même aux arts. Même le quatrième mouvement dans cette œuvre utilise les pierres. J'ai demandé aux percussionnistes de trouver 8 pierres qui sont différemment chacun. Les pierres. Et oui, les pierres, parce qu'il y a une photo renommée avec Riopelle devant le glacier. Et j'ai vu ces pierres et donc j'ai demandé aux percussionnistes chaque fois de changer les pierres pour que je puisse avoir un timbre différent. Plus les jeux de cordes j'ai utilisé l'orchestre comme ça dans ce mouvement. L'écriture pour cordes est très, très complexe et intime à la même fois. Un complexe et intime un peu à l'image de Riopelle. On continue la conversation autour de Jean-Paul Riopelle, de son imaginaire, de son génie en fait, et de ce que vous devez savoir de lui. On continue au retour. Riopelle symphonique, une œuvre symphonique signée Blair Thompson et Fiori. Ça nous montre à quel point l'œuvre de Riopelle peut se déployer dans l'imaginaire de tellement d'artistes, de tellement de formes culturelles. Ben voilà un magnifique exemple, une symphonie qui sera présentée en février sous la direction d'Adam Johnson. Alors, je continue avec mes invités, Manon Gauthier, John Porter, Robert Lepage et le compositeur Blair Thompson. Alors, parlons on en a déjà parlé. D'abord, 7 octobre, c'est l'anniversaire aujourd'hui de Riopelle, il aurait 99 ans. Mais vous avez plein de convergences avec Riopelle. C'est aussi votre anniversaire. Oui. Alors, écoutez, bon anniversaire. Merci beaucoup. Mais quand même, dans le fond, ce qu'on veut savoir, c'est comment un artiste libre, c'est la liberté d'être artiste, mais comment Riopelle, à toute sa soif de liberté, transmet une œuvre qui aussi vous donne toute la liberté de créer? Je me considère un sculpteur de son. Et Riopelle lui-même a dit, je ne suis pas un peintre, je suis avant tout un sculpteur. Et les musiciennes pour moi sont les sculpteurs avec les instruments. Et j'ai toujours conçu le son en 3 dimensions qui se propage partout, renversé. Et j'ai approché l'œuvre comme ça, avec un orchestre absolument extraordinaire, l'OSM. Et j'ai poussé la limite, les musiciens et les musiciennes aussi, pour rentrer dans l'espace riopellien, entre guillemets, si je peux me permettre. C'est quoi un espace riopellien? Parce qu'il était dans l'excès, lui aussi. C'est ça. mais j'ai vraiment essayé pendant 2 mois et demi où j'ai composé ça avec Fiori, de rentrer dans cet esprit. En fait, Serge Fiori m'a donné 7 chansons et j'ai déconstruit les chansons. Et j'ai approché les chansons comme les matières de base. Une mélodie ici, un fragment d'un accord ici, une intensité ici. Et au fur et à mesure, à la fin, on arrive à la chanson qu'on a. Mais c'est la trame de sa vie à travers les sons, les instruments. On reconnaît on reconnaît l'homme, Riopelle, on reconnaît l'œuvre, Riopelle. Par exemple, le 3e mouvement, j'utilise que les instruments en cuivre, métal, parce que lui a décidé de retourner à la sculpture. Donc, il n'y a aucun bois, aucun pot dans le 3e mouvement, juste les métaux. Qu'est-ce que c'est l'émotion de créer en ayant Riopelle qui nous regarde peut-être de quelque part d'en haut, peut-être une oie d'Ixanois qui vient voler près de vous. C'était un exercice vraiment en extrême empathie. J'ai essayé vraiment de me lancer dans le même esprit, vraiment un peu de manie, pour que je puisse faire les gestes extrêmement purs, comme je disais tantôt,
mais aussi de rendre hommage à toutes les complexités qu'on trouve dans ses œuvres aussi. Ouais, écoutez, 6 000 œuvres, peut-être 7 000. C'est une diversité. 7 000? À 7 000, oui. C'est 7 000 Manon? Oui. Un autre créateur, peut-être un héritier spirituel ou un fils spirituel de Riopelle. En tout cas, il a même un atelier à l'île aux Oies, là où Riopelle en avait un. Le même contact, la même immersion dans la nature. Vous aurez reconnu Marc Séguin. Marc Séguin, grand peintre de renommée internationale, a été choisi par un jury pour rendre hommage sur une grande murale à Montréal, dans le projet MU. Alors, c'est la 25e murale. Vous la voyez en plein jour. Vous voyez Marc Séguin au travail, créant cette œuvre. Alors, je l'ai rencontré avant qu'il ne s'envole. J'ose pas dire comme une oie à l'étranger. Je l'ai rencontré le jour où l'œuvre a été dévoilée. Il nous a accordé quelques minutes. On l'écoute. Marc Séguin, bonsoir. Bonsoir Anne-Marie. Bienvenue à 24/60, d'autant que vous êtes l'unique qui a pu lancer les festivités, le coup d'envoi des festivités du 60e anniversaire de Riopelle grâce à cette murale que vous avez dévoilée il y a quelques jours à peine. Est-ce que pour vous, d'avoir été choisi pour faire cette murale-là, c'était l'ultime rencontre avec votre maître à penser, l'idole de votre vie, Riopelle? Bien, oui, en fait, c'est une magnifique boucle à boucler qui, j'espère, se terminera pas puis qui va ouvrir sur une autre. Mais tu sais, j'ai passé des heures interminables, moi, dans des bibliothèques à l'Université Concordia à feuilleter puis à essayer de comprendre l'œuvre de M. Riopelle. Puis, je sais pas si je peux vous transmettre ça à travers la caméra, mais l'émotion de pouvoir faire cette chose, ce petit morceau d'art-là, pour honorer quelqu'un qui m'a nourri puis qui, en fait, a défini aussi une partie de mon chemin. C'est un privilège exceptionnel. Et de créer cette murale au cœur de la ville de Montréal où il est né, pas loin de la belle nature qu'il aimait tant. D'ailleurs, vous-même, vous êtes en ville, il y a des arbres autour de vous, là, mais qui peut être vu du Montréal. C'est important pour vous d'inscrire cette œuvre-là dans la continuité de ce qu'était Riopelle pour vous? Avec cette loi majestueuse, oui. Bien, absolument, parce que on partage ça aussi, mais tu sais, on n'est pas seul, puis parfois on l'oublie. C'est la ville natale de M. Riopelle, d'un. Deux, on partage aussi un territoire au milieu du fleuve qui est majestueux et magnifique. Il y avait aussi ce lien-là, une espèce de poésie magique, tu sais, puis de le mettre ici, de l'offrir, tu sais, puis ce qui est beau dans leur mural, entre autres, c'est que c'est donné puis c'est offert gratuitement aux gens, tu sais, puis de rappeler que c'est une oie, c'est un oiseau emblématique de l'œuvre de Jean-Paul, avec tout ce que ça comporte aussi de magnifique, tu sais, suivre une boussole magnétique invisible vers une forme de beauté. C'est ce que Jean-Paul a aussi fait dans sa peinture. T'sais. Puis cette rime-là que j'ai réussi à faire grâce à des personnes et à un jury aussi, je vous assure que c'est un truc très humiliant dans le bon sens, là, qui rend humble et d'une grande, grande beauté de sens aussi. Beaucoup d'humilité, j'allais dire. Est-ce que ça a été vertigineux pour vous? Pas à cause de la hauteur de la murale puis les échafaudages, mais vertigineux comme créateur. En fait, non, mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le geste de créer l'est toujours, puis c'est après, quand le truc est fait, que le vertige apparaît. Parce que je me dis, est-ce que c'est correct? Est-ce que ça va correspondre à certaines attentes? Est-ce que ça va tenir dans le temps? Est-ce que c'est assez d'honneur pour ce monsieur-là? C'est le vertige arrive après, parce que finalement, l'étincelle, c'est une fraction de seconde. Vous avez mentionné que vous partagiez un lieu, un atelier vous-même à l'île aux Oies, à côté de l'île aux Grues. C'est un lieu béni pour vous, béni à cause de la nature, à cause de sa beauté, un lieu inspirant. C'est comme si vous étiez sur le chemin de Riopelle en étant aussi dans un atelier là-bas. Oui, ou sur une route parallèle, parce que je veux pas trop embarquer dans son chemin, parce que je serais pas capable de suivre. Je tente de faire le mien aussi. Puis il y a ces routes-là ou ce cap-là qu'on partage ensemble. Oui, avec un immense privilège, c'est de me dire, je suis au même endroit où lui a côtoyé aussi la même nature que moi j'admire. Alors, il est présent, omniprésent. Vous l'avez rencontré. Parlez-moi de votre Riopelle que vous avez rencontré.
Bien, moi, je l'ai connu, il y a quelque chose de très, très surréel parce que j'avais été, pardonnez l'expression anglophone, starstruck, parce que pour moi, il existait juste dans un livre, c'était un personnage. Puis quand je suis arrivé chez lui, puis je sortais de l'université, tu sais, puis j'avais de la difficulté à comprendre que l'homme existait vraiment, c'est ce qui était fabuleux. Fait que je suis arrivé là, puis je pense que je suis resté muet pendant 1 heure. Puis dans toute cette timidité-là, puis cette admiration-là, tout ce que j'avais trouvé à faire, c'était d'y amener un dessin que j'avais fait quelques semaines avant, en me disant, dans une grande naïveté, dire, c'est la seule chose que je pourrais offrir à quelqu'un que j'admire, puis à mon idole, c'est d'y offrir un petit bout d'art, parce que c'est ce que lui a fait avec son œuvre. Et lui, qu'est-ce qu'il vous a dit? En fait, c'est ce qu'il n'a pas dit qui m'a beaucoup, beaucoup nourri, puis surtout rassuré, c'est qu'il a tenu l'œuvre dans ses mains, puis il l'a regardé des longues, longues minutes. Puis il y avait des gens qui étaient là, puis ça, pour moi, je sais ce que c'est être peintre. T'sais. Je sais que le silence, parce qu'on choisit aussi une discipline, parfois, qui n'a rien à voir avec les mots, il n'avait pas besoin de rien dire. Puis je suis sûr que s'il n'avait pas aimé ça, il aurait pu le lancer. Il était rendu à un âge où il se faisait plus chier avec des codes, tu sais. Mais il l'a regardé, tu sais, longtemps, puis j'ai vu qu'il y avait quelque chose dans ses yeux qu'il avait vu. Puis je vous dis ça me tente pas d'être romantique et faire semblant qu'il aimait mes affaires, mais je connais le regard d'un peintre parce que des fois, je croise le mien. Vous avez donné à votre mural le titre de l'art magnétique, donc Riopelle le magnétique. Oui, parce que, vous voyez, n'importe qui, vous mettez une œuvre de M. Riopelle quelque part, puis il y a quelque chose, on se tourne immédiatement, on est attiré, il y a quelque chose qui nous attire. Est-ce qu'il faut le définir, est-ce qu'il faut le nommer, est-ce qu'il faut dire que c'est de la beauté, est-ce qu'il faut dire que c'est un bouleversement? Je le sais pas, mais je sais que comme peintre, c'est probablement une attraction hallucinante de savoir qu'on peut attirer et retenir un regard. Puis Jean-Paul le faisait, fait que j'ai un petit clin d'œil dans l'art magnétique qui sert de boussole aussi, à amener des gens pour se diriger. Puis cette beauté-là, dans les œuvres, moi, m'a permis de me tracer un chemin. Et pour la pérennité de l'art et à la mémoire de Riopelle, qui, au-delà de ses 100 ans, devra vivre longtemps dans notre histoire et dans notre mémoire, n'est-ce pas, en terminant? Bien oui, mais il faut l'entretenir. On pense que quelque chose de génial survit tout seul. Je suis désolé, c'est pas vrai. Ça prend des gens, ça prend Manon Gauthier de la Fondation, ça prend Michael Londin, quelqu'un d'extérieur, ça prend des gens qui y croient puis qui décident aussi de mettre des sous et de l'effort pour entretenir cette chose-là. Puis quand c'est autant de beauté et de sens, c'est une obligation de le faire. Marc Séguin, un immense merci. Anne-Marie, merci. Merci. Merci de faire ce relais-là pour M. Riopelle. Merci à vous de l'avoir fait, de l'avoir lancé avec cette murale qu'on peut voir de plusieurs coins de la ville de Montréal. Merci beaucoup. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que tout le long, on parle de M. Riopelle. Il se sent humble, petit, un immense respect. Manon Gauthier, c'est donc l'œuvre de votre fondation de lui avoir confié ce mandat. C'est important pour vous de prolonger avec ce projet-là, l'œuvre de Riopelle? Oui, Marc incarne la transmission. Marc incarne dans toute cette grande aventure ce qu'on essaie de léguer aux générations d'artistes actuels et futurs. Alors, je trouve ça absolument fascinant et très émouvant d'entendre Marc qui a quand même une proximité, une intimité avec l'artiste, toute cette inspiration qui a mené à cette communion entre les deux artistes. Donc, pour nous, ça envoie un message qui est très fort aussi, de dire pour que ça continue, l'art est la meilleure forme de communication et on espère que ça puisse inspirer les artistes de demain. Les milliers de personnes, pour ne pas dire les millions, qui vont passer à Montréal et voir cette œuvre vont avoir une pensée pour Riopelle. John Porter, je vais présenter un autre tableau, c'est le printemps. Alors, on va voir ce tableau. 1952, une huile sur toile. Vous, est-ce que vous avez des périodes? Je pense qu'on va le voir là, dans une seconde ou deux. Est-ce que vous avez une période, vous, que vous favorisez? C'est un artiste qui se renouvelle constamment. Et ce qui est fascinant, c'est de pouvoir le suivre. On peut faire des close-up et rentrer dans l'univers de Riopelle, comme dans ce printemps 1952, avec cette force, cette intensité, cette audace. Puis, quelques années plus tard, entrer dans un autre univers qui est en continuité, mais qui, en même temps, nous amène ailleurs. Ouais. Et c'est le côté universel de Riopelle, parce que Riopelle, c'est pas qu'un grand artiste québécois, canadien,
il a présenté dans je ne sais pas combien de pays. Il est sur 6 continents. Il y a eu un rayonnement absolument fabuleux. Il est dans les grandes institutions publiques. Il y a quelque chose chez Riopelle qui est universel. Mais ça, vous l'avez reconnu, vous, puis très tôt, comme vous avez amené des centaines d'œuvres au Musée du Québec. C'est important que le Québec s'empare de Riopelle et le ramène à la maison. Bien, je vais vous dire, sincèrement, à un moment donné, quand je suis arrivé au musée, j'étais comme gêné de constater qu'il n'y avait qu'une 60aine d'œuvres, surtout des œuvres sur papier, et 6 peintures. Oh. Bien, quelques années plus tard, là, on se retrouvait avec un ensemble de 360 œuvres. Et au-delà des chiffres, là, il y avait toutes les périodes de Riopelle. Il y avait tous les médiums utilisés par Riopelle. Il y avait des chefs-d'œuvre, il y avait Poussière de soleil, il y avait Espagne, il y avait l'hommage à Rosa Luxembourg, Paniertung. Et là, je me suis dit que c'est mon job de faire en sorte que, comme collectivité, nous ayons du vivant de Riopelle, un ensemble conséquent, pour partager avec l'ensemble du monde ce qu'il nous a légué. C'est pas donné à tous les directeurs de musées d'avoir connu, d'avoir parlé, échangé avec son idole de vie. C'est votre idole de vie, c'est devenu votre projet de vie aussi. Je demandais rapidement quelques mots à Robert, cette œuvre-là. Il y a une période, parce que vous, il y a une trame narrative aussi, comme Blair Thompson. Oui, c'est ça, bien évidemment. Alors, c'est une période qui vous comme tout le monde, c'est sûr que la période des mosaïques est très impressionnante, mais il y a une période juste avant ça, plus automatiste, si on veut, où il travaille avec l'encre et il essaie d'écrire. Et on sent vraiment cette volonté d'écrire. Et ça, c'est une chose qui est très intéressante parce qu'il y avait autant les artistes visuels voulaient écrire et les écrivains voulaient peindre. C'est une très belle période. Il n'y a pas de mots pour décrire l'œuvre dans le fond de Riopelle. Mais on n'entrera pas ce soir dans les techniques, mais passer du pinceau au couteau, aux aérosols, puis toutes sortes d'expériences. Quand on lit, on continue après la pause, mesdames, messieurs, le temps file. Alors, dans quelques secondes, on va parler vraiment du legs de Jean-Paul Riopelle, de Monsieur Riopelle. À tout de suite. Si vous restait une année à vivre, qu'est-ce que vous feriez? J'essaierais de la prolonger. Riopelle est universel, les gens se reconnaissent en lui. Alors, vous allez peut-être reconnaître John Porter qui a assisté aux funérailles nationales en mars 2002. Vous voyez, c'est un extrait d'une émission spéciale. Et vous voyez, il neige, alors que la neige, ça s'invente pas, c'est dans l'œuvre de Riopelle partout. John Porter, un mot là-dessus sur ce moment très triste. On est 20 ans plus tard maintenant. Vous l'avez entendu dire, il aurait voulu être éternel, mais vous allez l'immortaliser. Oui, on va contribuer à l'immortaliser, mais ce moment des funérailles de Riopelle, on m'avait demandé à l'époque de présider aux funérailles et je me souviens de cette neige absolument extraordinaire en suspension, une symphonie de blanc au sortir de l'église de l'Immaculée Conception. C'était presque surréaliste, hein? C'était presque le retour de l'univers surréaliste de Riopelle. Tout était comme suspendu, c'était magique. Et là, aujourd'hui... Est-ce que je rêve ou c'est un corbillard blanc, lui, qui a déjà conduit un corbillard? Ah bien, Riopelle a fait toutes sortes de choses absolument incroyables avec les corbillards. Dans les dernières années de sa vie, il avait un corbillard qui avait transformé en bar et à l'arrière duquel il y avait une plaque qui commençait par les lettres DCD. DCD, oui. Ça s'invente pas. Ça s'invente pas. Alors, on va faire en sorte, donc, à Québec, puis c'est mon collègue Jean-Luc Murray qui va présider tout ça, d'avoir un nouveau pavillon Riopelle qui va être rendu possible par plusieurs contributions, mais notamment par le concours de la Fondation Riopelle, sous l'élan qui a été donné par Michael Oden, un fabuleux collectionneur qui va donner beaucoup de ses œuvres. Vous savez, on avait déjà la plus grande collection Riopelle au monde, et là, il va y avoir des ajouts fabuleux pour des valeurs incroyables. J'ai lu 120 millions. J'ai lu 120 millions de donations, une soixantaine d'œuvres de collectionneurs, parce que écoutez, on va aller écouter Isolde Riopelle, qui, elle, à sa manière, prolonge l'œuvre d'Édith Savy. Va nous parler de l'instrument formidable, le catalogue raisonné. C'est un outil important, on l'écoute. Mais pas qu'on vous regarde peindre. Non seulement, mais je pourrais pas peindre. Vous pourriez pas peindre si quelqu'un vous regardait? Je ne pense pas que je puisse faire le spectacle. Je pense qu'en fait, j'aime pas me voir peindre moi-même.
Vous avez, depuis plusieurs années maintenant, entrepris d'écrire un catalogue raisonné, de repérer toutes les œuvres de Riopelle et de les consigner dans plusieurs tomes de ces catalogues raisonnés. Pourquoi c'était important d'entreprendre cet ouvrage-là, au fond? C'était important parce qu'il n'y avait pas d'archives. Donc il fallait reconstruire toutes les archives pour pouvoir, après, que ce soit organisé, que ça soit comme un dictionnaire, finalement. Oui. Parce qu'il y avait une crainte chez votre père de la dissémination de son œuvre ou qu'on perde la trace de l'œuvre. Qu'est-ce qui avait animé votre père à ce moment-là? En fait, c'est pas lui qui l'a demandé au début. J'entendais toujours parler, puis il disait avec beaucoup d'humour qu'on vendait les pommes de Cézanne à la pièce, quoi. Parce que il y avait beaucoup de tricherie dans les œuvres, dans le sens où les panneaux multiples étaient scindés et vendus à la pièce, et les dates étaient complètement changées. Donc là, à ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour protéger l'œuvre? Donc je me suis informée, on m'a dit, il faut faire un catalogue raisonné. Alors là, ça a été le début. Tout simplement. De recenser toutes les œuvres qui sont un peu partout dans le monde, j'imagine, chez les collectionneurs, dans des galéristes et tout ça. Vous en avez recensé combien jusqu'à maintenant? À peu près 6 000 pour le moment, mais il n'y en aura pas tellement plus, mais il en ressort quand même assez souvent. 6 000 œuvres, et on continue de vous appeler pour vous dire, j'ai une œuvre, j'ai un tableau, voulez-vous l'authentifier? Oui, beaucoup les successions en fait. Oui, hein? Oui. Et est-ce que parfois vous avez de belles surprises, des découvertes? Vous découvrez une œuvre et elle vous êtes époustouflé à la vue de cette œuvre? Oui, absolument. De retrouver les œuvres anciennes, c'est vraiment... C'est du bonbon, comme on peut dire. C'est vraiment... On est content, quoi. Comment voyez-vous le legs de Jean-Paul Riopelle? Bien, c'est surtout un artiste qui a beaucoup évolué, de ne pas s'arrêter à quelque chose, de continuer à chercher, de faire des recherches et d'évoluer, ou par les lectures, où il lisait beaucoup, ou par ses observations. De ne pas s'arrêter à un style. Il a vraiment beaucoup évolué, et c'est devenu très, très complexe à la fin de sa vie. Alors, Isolde Riopelle, après avoir tant travaillé pour ces catalogues raisonnés et vivre cette année très intense, j'imagine, pour vous, d'événements, de commémorations, que ce soit au théâtre, en musique, en mural, oui. Qu'est-ce qui vous attend maintenant? À part toutes les expositions, donc... Je suis commissaire pour 2 expositions, dont la Fondation Mag et Charlevoix, le musée de la Malbaie. Et là, on travaille sur le tome 6 du catalogue raisonné. Oui, parce que dans le fond, Riopelle ouvre la voie à plusieurs autres générations d'artistes, aux chercheurs pour comprendre l'œuvre, et même le studio riopelle.com, si je comprends bien, ce sera pédagogique pour les enseignants, les enfants, découvrir. Absolument, découvrir, ça va rayonner à travers la planète, quoi. Et elle se rajoutera après cet automne, on va faire un site qui va s'appeler Archives Riopelle. On va pouvoir proposer aux chercheurs énormément d'archives. Ah, c'est assez extraordinaire. Oui. Quand même. Ça demande beaucoup de rigueur. Oui. Et comme disait Jean-Paul Riopelle tout à l'heure, même si c'est la nature qui est organisée, ça demande beaucoup d'organisation. Merci beaucoup, Isolde Riopelle. 35 ans de sa vie consacrés à l'héritage de son père pour qu'il vive encore toujours dans notre mémoire. Un catalogue raisonné, je vous en montre un, des centaines et des centaines de pages qui décrivent les œuvres, et il y en a 5 tomes, il y en a un 6e en création, puis il y en a un consacré aux estampes, parce qu'il y avait des lithographies, des estampes, il y avait des gravures, il y avait des sculptures, c'est infini. Le legs, Robert Lepage. Il y a beaucoup de choses, mais disons, pour un artiste, c'est sûr qu'on prend notre liberté créatrice pour acquis. Alors, c'est quelqu'un qui, durant la grande noirceur, part comme Ulysse, il s'en va explorer le monde, puis il revient, puis il vient nous dire finalement qu'on est assis sur notre trésor.
Oui. Et pour vous? Riopelle voulait une fondation dès la fin des années 60 pour rassembler les artistes, les artisans et pour transmettre la connaissance en lien avec les arts. Alors aujourd'hui, je pense que c'est ça son legs. On est en train de l'incarner et la preuve de tous pouvoir être rassemblés, de livrer des célébrations comme celle-là à travers toutes les formes d'art pendant 5 saisons, pendant des années de tournée. Alors je pense que le leg va permettre de continuer à le faire vivre. Vous l'avez pris à bras-le-corps, le leg, c'est une force inimitable, mais il nous montre comment on voit la force dans la fragilité, je dirais, et la compréhensibilité dans le complexe. Ouais. John Porter, vous allez avoir le mot de la fin ou presque de cette émission sur son leg. Ben, le leg, c'est un leg très décloisonné, très ouvert à toutes les manifestations artistiques. Riopelle aimait le cirque, aimait la musique, aimait les arts, aimait les automobiles. Un peu de folie aussi. Il n'y avait pas de frontières. Donc, oui, il y aura une chaire éventuellement qui va être mise sur pied et des perspectives de recherche absolument fabuleuses. On y travaille déjà et on trouve déjà des horizons fabuleux à explorer. Alors, ça ne fait que commencer. Imaginez, ça ne fait que commencer. Alors, dans 100 ans, on s'en reparle, John Porter. Volontiers. Parce qu'il sera là, encore vivant à Québec, dans sa maison, dont il rêvait déjà dans les années 60, de retourner dans cette vieille prison qui est devenue musée. Écoutez, John Porter à Québec, merci d'avoir été aussi passionné et avec nous. Blair Thompson, merci d'avoir été aussi inspiré pour créer une symphonie qu'on verra en février. L'œuvre est déjà disponible en numérique. Manon Gauthier, merci. Vous portez ça aussi à bout de bras, vous, cette fondation, parce que c'est votre passion. Et Robert Lepage, on attend le titre? Oh mon Dieu, oui. Mais si j'avais des idées... On sait qu'Anne-Marie Cadieux, entre autres, et Luc Picard incarnent des personnages, mais le titre... Pour l'instant, ça s'appelle le projet Riopelle. Riopelle ou sans aussi titre. faisait ça avec les comme Riopelle le faisait. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir célébré Riopelle avec nous. À bientôt.